Si demain matin, le cours du pétrole brut mondial s'effondre de 50%, eh ben, le gazole à la station-service, il baissera pas de 50%. Non. Il baissera peut-être même pas de 5% en fait. On a tous ressenti cette immense frustration au volant. On entend à la radio que le baril dévisse, on se dit que c'est une super nouvelle pour le portefeuille, et puis on lève les yeux vers le grand panneau lumineux de la station, et là, douche froide. Ouais, le prix a quasiment pas bougé. Exactement. Et on a souvent l'impression d'une sorte d'arnaque à grande échelle, tu vois, un système truqué où les baisses, elles s'évaporent dans la nature, mais où la moindre étincelle géopolitique fait flamber la pompe en quelques heures. C'est ça. Et le plus fou, c'est que c'est pas qu'une impression. Justement, on a désormais les mathématiques pour prouver très exactement pourquoi les panneaux d'affichage des stations-service semblent se moquer de la réalité. Et c'est pour ça qu'on fait cette plongée au cœur de nos sources aujourd'hui. On va se pencher sur une étude monumentale publiée le 19 avril 2026. Une analyse vraiment titanesque, hein. Ils ont passé au crible 1786 relevés hebdomadaires. Ouais, sur 34 ans, c'est pas rien. Donc, décortiquons tout cela. Parce que les conclusions expliquent enfin ce fameux mystère du quotidien. Ce qui est fascinant ici, au-delà de la simple frustration de l'automobiliste, c'est ce que révèlent ces 3 décennies de données quand on les nettoie du bruit médiatique quotidien en fait. D'accord. L'étude démontre une thèse centrale vraiment implacable. Depuis l'année 2012, le prix du gazole en France et le cours du baril de brut se sont structurellement découplés. Ah ouais, carrément découplé. Totalement. Le gazole est tout simplement plus un produit dérivé du pétrole brut, il s'en est émancipé pour devenir un actif hybride. Un actif hybride, d'accord. Ouais, il obéit à des règles industrielles et fiscales qui ont presque plus rien à voir avec les soubresauts des marchés pétroliers internationaux. C'est dingue ça. Mais avant d'arriver à ce point de rupture de 2012, j'aimerais bien qu'on pose le décor. Parce que quand on regarde la période complète analysée par l'étude, donc de 92 à 2026, on a l'impression d'observer 2 mondes qui tournent pas du tout à la même vitesse, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. D'un côté la matière première brute, et de l'autre le produit fini à la pompe. Et les trajectoires sont vertigineuses quand on prend la peine de les comparer en fait. Prenons le Brent, donc le pétrole brut de référence. Sur 34 ans, sa progression moyenne s'établit à 5,64% par an. Ok. Mais cette moyenne, attention, elle lisse une volatilité d'une violence inouïe. Ouais, ça monte et ça descend très fort. Le marché du brut est capable de connaître des envolées délirantes, genre plus de 241% en quelques mois, ou alors de s'effondrer de 70% avec la même rapidité. C'est énorme. Pour donner un ordre d'idée concret, le baril a connu des planchers autour de 7,50 € en 98 et des sommets à plus de 127 € en 2022. Oula. Et face à ce chaos, on a le gazole. Voilà. Et sa progression est beaucoup plus modeste, évaluée à 3,54% par an. Et surtout, sa volatilité est 4 fois inférieure à celle du Brent. Donc il amortit vachement les chocs à la baisse. Massivement, oui. En fait, quand j'ai vu ces graphiques dans le rapport, j'ai tout de suite eu une image en tête. C'est comme organiser une course entre des montagnes russes et un escalator. Ah, c'est pas mal ça. Bah ouais, le Brent, il fait des loopings terrifiants, il plonge dans le vide au gré des guerres, des crashs boursiers, des pandémies, enfin, je veux dire, des événements mondiaux majeurs. Tout à fait. Tandis que le gazole, lui, il monte calmement, inexorablement, marche après marche. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne redescend presque jamais vraiment l'escalator. L'analogie illustre parfaitement la mécanique en jeu, en fait. L'étude s'appuie d'ailleurs sur un concept mathématique assez pointu appelé les canaux de régression logarithmique. Alors, ouais, d'accord, arrêtons-nous une seconde là-dessus. Au lieu de parler de régression logarithmique, est-ce qu'on peut pas plutôt visualiser ça comme une sorte de tunnel dans lequel le prix est censé voyager ? Ah oui, c'est une excellente façon de se le représenter. Donc, le tunnel du pétrole brut est extrêmement large et chaotique. Parce qu'il absorbe l'économie mondiale, c'est ça ? Exactement, il se prend de plein fouet l'état du monde, alors que le tunnel du gazole, en revanche, il est très étroit et beaucoup plus rigide. Pendant très longtemps, cette différence s'expliquait super logiquement. Un produit industriel transformé est par nature moins volatile que la matière première pure. Oui, logique. Mais le rapport d'Europix montre que ce tunnel étroit du gazole a soudainement changé de direction. Et c'est là qu'est la véritable découverte de cette recherche. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que l'étude modélise le rapport entre le gazole et le brut, et cette modélisation, elle dessine une lettre très claire, un U parfait. Un U, exactement. En divisant le prix à la pompe par le prix du baril sur les 34 ans, les chercheurs ont mis en lumière une anomalie assez frappante.
De 92 à 2012, cette courbe forme la branche descendante du U. Ok, donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pendant 20 ans, le prix mondial du baril augmentait beaucoup plus vite que le prix affiché à la pompe. Le consommateur final bénéficiait d'une sorte de bouclier naturel en fait. Ah, donc l'industrie et l'État absorbaient une partie de la hausse mondiale. C'est ça. Mais en mars 2012, la courbe touche le fond du U. Et depuis, la tendance s'est intégralement inversée. Aujourd'hui, ce ratio grimpe de 2,45% par an. Autrement dit, le gasoil est devenu structurellement inflationniste par lui-même. Oui, complètement indépendamment du pétrole. Faut qu'on s'arrête là-dessus. Parce que une courbe mathématique sur un tableur, ça s'inverse pas par magie un mardi matin de 2012. Il y a forcément eu une cassure dans le monde réel, dans l'économie physique, pour briser une relation qui fonctionnait depuis des décennies. Tout à fait. Qu'est-ce qui a pu provoquer un tel changement de paradigme? En fait, c'est la convergence de 5 catalyseurs majeurs. Le premier déclencheur, c'est la révolution du gaz de schiste aux États-Unis. Entre 2010 et 2014, les nouvelles technologies de fracturation hydraulique permettent aux Américains d'inonder le marché mondial avec des millions de barils de pétrole non conventionnels. Ah oui, et face à ce déluge d'offres, le prix mondial du brut s'effondre. Exactement. On passe de près de 120 € le baril à moins de 30 € en un temps record. Mais attendez, si la matière première perd presque 80% de sa valeur sur les marchés mondiaux, on aurait dû avoir une période d'âge d'or pour les automobilistes, non? Avec du carburant pratiquement donné à la pompe. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas senti passer en Europe? C'est là que le deuxième catalyseur entre en jeu, l'opportunisme fiscal. La France traverse alors la période du Dieselgate et des grands débats sur la pollution de l'air. Ah oui, je m'en souviens. Historiquement, le gazole bénéficiait d'un avantage fiscal massif par rapport à l'essence. Donc, pour combler cet écart, l'État déclenche entre 2014 et 2018 une hausse de la fameuse TCPE. La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. C'est ça. On ajoute près de 10 centimes de taxe nette par litre en quelques années. Donc, au moment même où le pétrole ne coûte plus rien au niveau mondial, l'État remplit le vide laissé par la baisse du baril avec de la fiscalité. Et du coup, l'automobiliste ne voit aucune différence. Aucune. D'accord, l'État a en quelque sorte siphonné la différence pour verdir sa fiscalité. Je comprends l'argument fiscal, c'est malin, mais les taxes n'expliquent pas à elles seules pourquoi les marges de l'industrie du gazole spécifiquement ont explosé. Est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose au niveau des usines aussi? Si, carrément. Et ça, c'est le troisième facteur, purement industriel. La purge des capacités de raffinage européennes. L'année 2012 est tristement célèbre pour la fermeture de la raffinerie de Petroplus en Normandie. Ouais, ça avait fait les gros titres. Mais ce n'était qu'un symptôme. En l'espace de 5 ans, l'Europe détruit ou ferme 20% de ses capacités de raffinage. Mais pourquoi fermer des usines a un impact aussi dévastateur? Je veux dire, on importe bien du pétrole depuis un siècle, on peut très bien importer du gazole directement, non? C'est pas si simple. La mécanique logistique est très différente. Importer du pétrole brut, c'est remplir des supertankers géants de matières premières à très bas coût. Mais quand on n'a plus assez d'usines en Europe pour le transformer... On doit importer du gazole déjà raffiné depuis le Moyen-Orient ou l'Asie. Voilà. Alors, transporter un produit fini et hautement inflammable, ça demande des navires spécialisés, des normes de sécurité drastiques et des réseaux de distribution ultra complexes. Donc ça coûte beaucoup plus cher. Le coût du fret explose, ouais. Et en plus, les raffineries survivantes en Europe se retrouvent en position de quasi-monopole. Elles acquièrent un pouvoir de fixation des prix gigantesque. Ah, je vois. Et par-dessus ces usines qui survivent, on ajoute une couche de complexité chimique, parce que j'ai lu dans l'étude qu'ils pointent du doigt les normes Euro 6 en 2014. Mais en quoi imposer des moteurs plus propres change le prix du liquide qu'on met dedans? C'est très technique mais crucial. Pour que les moteurs Euro 6 fonctionnent sans s'encrasser, l'Union européenne a imposé une désulfuration quasi totale du gazole. Fallait retirer le soufre. C'est ça. Or, comment on retire le soufre du pétrole? Faut injecter des quantités massives d'hydrogène à des températures et des pressions extrêmes dans les raffineries. Créer cet hydrogène et chauffer ces installations, ça demande une énergie phénoménale. Oula, donc on dépense de l'énergie pour purifier de l'énergie. Ironiquement, on brûle énormément de gaz et d'électricité pour purifier le gazole fossile, oui. Et ce coût énergétique de purification est facturé directement au litre. Ah ouais. Ajoutez à cela l'obligation d'incorporer un certain pourcentage de biocarburant, qui coûte bien plus cher à produire que le pétrole brut. Et le prix de revient s'envole. Mécaniquement, oui.
C'est le paradoxe environnemental en fait. On rend le carburant fossile chimiquement plus propre, mais le processus industriel pour y arriver coûte une véritable fortune. Exactement. Et l'étude mentionne aussi un cinquième élément climatique, le marché des quotas d'émissions, ce qu'on appelle l'ETS, c'est bien ça? Le système d'échange de quotas d'émissions de l'UE, oui. En clair, les raffineries européennes, parce qu'elles polluent, elles doivent acheter des droits à polluer sur un marché financier. Ok. Plus l'Europe durcit ses objectifs climatiques, plus ce droit à polluer coûte cher à l'industriel. Et ce surcoût, il n'est pas absorbé par la raffinerie, hein. Il est intégré chirurgicalement dans le prix final à la pompe. Bien sûr, c'est toujours le client qui paye à la fin. Donc, si on compile ces 5 éléments, le gaz de schiste, la fiscalité, la casse industrielle, les normes de désulfuration et la taxe carbone, la réalité de 2012 éclate au grand jour. Voilà. Aujourd'hui, seulement 40% du prix que l'on paie à la station dépend réellement du pétrole extrait du sol. Attendez, moins de la moitié. Vous êtes en train de me dire que quand on met 50 € de gazole dans son réservoir, on paye à peine 20 € de liquide physique et 30 € de réglementation, de taxes et de contraintes industrielles. C'est le constat implacable des données d'Europix. Le produit final est devenu majoritairement artificiel. C'est fou. Bon, analyser l'histoire depuis 2012 explique le décalage sur le temps long. Mais ce que ceux qui nous écoutent veulent comprendre, c'est pourquoi ça fluctue de manière aussi irrationnelle au quotidien. Parce que si les taxes sont fixes, ça explique pourquoi le prix ne baisse pas. Oui. Mais pourquoi le gazole flambe d'un coup un mardi, alors que le marché de l'or noir a à peine frémi le lundi? C'est là que l'étude identifie les fameux moteurs de l'injustice à la pompe. C'est ça. Et le premier, c'est justement la fiscalité fixe. J'ai une image pour ça. La TICPE, qui représente environ 60 centimes sur chaque litre, c'est comme une énorme enclume posée sur le prix. J'aime bien cette image. Si le cours mondial du baril plonge de 50%, le prix final ne peut pas chuter d'autant. Parce que l'enclume fiscale de 60 centimes, elle bouge pas d'un millimètre. L'image de l'enclume est parfaite. D'autant que cette enclume, elle fait que s'alourdir avec les nouvelles réglementations. Mais pour répondre à votre question sur les flambées soudaines et irrationnelles, faut regarder le deuxième moteur. Ce que les marchés appellent les crack spreads. Alors attendez, les crack spreads, c'est quoi exactement? C'est tout simplement la marge brute de raffinage. Contrairement au pétrole brut, la demande de gazole est hyper cyclique. Ok. En hiver, on en consomme massivement pour le fuel domestique. En été, pour les grands départs en vacances. Si une méga raffinerie européenne ferme pour maintenance au mois de novembre, ou si l'Europe décrète soudainement un embargo sur les produits raffinés russes, la pénurie de produits finis est immédiate. Ah oui, et donc la marge des raffineurs peut tripler en 48 heures. Exactement. Alors même que le prix du baril de brut qui patiente dans le port stagne à un niveau très bas. On ajoute donc une volatilité d'usine par-dessus une matière première qui bouge pas. C'est vicieux. Et puis il y a la double peine de la monnaie, le fameux risque de change, qui est le troisième moteur. Ouais. La parité euro-dollar, elle joue un rôle de filtre déformant. Le marché mondial négocie l'or noir exclusivement en dollars américains. Mais le conducteur européen, lui, il paie en euros. Forcément. Imaginons une période calme où le baril de pétrole voit exactement le même prix pendant un mois. Si, dans le même temps, la Banque centrale européenne prend une décision qui affaiblit l'euro face au dollar. La facture d'importation s'alourdit mécaniquement. Voilà. Le prix à la pompe augmente alors que le pétrole n'a pas pris un centime. C'est un paramètre que le consommateur voit jamais. C'est invisible, mais ça fait mal au portefeuille. Et il y a un dernier moteur, et franchement pour moi c'est le plus frappant d'un point de vue social. C'est ce qu'ils appellent l'inélasticité de la demande. Tout à fait. Pour le dire simplement, on est une audience captive. C'est la garantie de rentabilité du système en fait. Pour la majorité des biens de consommation, si le prix double, les gens arrêtent d'acheter. Normal. Mais pas pour le gazole. L'étude ventile très bien la consommation française. 38% du gazole est englouti par les camions de transport marchandises. 15% partent dans les chaudières pour éviter de geler l'hiver. Et 7% servent à l'agriculture. Ouais, pour rendre ça très concret, le livreur qui dépose un colis commandé en ligne, il conduit un utilitaire diesel. L'entreprise de logistique peut pas appeler ses clients le matin en disant « le gazole est trop cher aujourd'hui, on livre rien ». Impossible. L'agriculteur peut pas laisser son tracteur au garage au moment des moissons non plus. Ils sont obligés de consommer, peu importe le prix. La chaîne logistique globale n'a pas de bouton pause. Les distributeurs de carburant savent que c'est professionnel et les millions de travailleurs navetteurs en zone rurale, ils achèteront leur volume habituel quoi qu'il arrive. Donc aucune pression commerciale pour baisser les prix. Aucune pression commerciale naturelle pour forcer une baisse agressive des prix de détail quand la matière première s'effondre, non. Et c'est ce qui nous mène à cette conclusion vraiment absurde.
le ratio gazole sur pétrole fonctionne de manière totalement anticyclique. Quand le baril s'écrase sur les marchés internationaux, le prix du gazole stagne, soutenu par cette demande et cette enclume fiscale dont on parlait. Exactement. Et l'écart entre les deux devient juste gigantesque. Et le pire, c'est que c'est pas qu'une théorie historique. C'est exactement ce que révèlent les données de ce mois-ci, en avril 2026. Ah oui, les dernières données compilées par Europix sont le cas d'école parfait de toute cette démonstration. Au moment où nous parlons, le ratio gazole sur Brent a bondi de 22% en seulement 2 semaines. Mais c'est vertigineux. Comment c'est physiquement possible d'avoir un tel décalage en 14 jours? Je veux dire, le pétrole brut vient de chuter sous les 77 € le baril à cause du contexte mondial, mais à la pompe, on stagne autour de 2,26 € le litre de gazole. C'est le système de l'enclume en haute définition. C'est sidérant. Et la comparaison devient encore plus éclairante quand on la met en miroir avec les événements de février et mars 2026, au moment des frappes au Moyen-Orient. Ah oui, les tensions géopolitiques. Souvenez-vous, lors de cette crise, les marchés ont paniqué et le baril de Brent a explosé de plus 47% en un temps record. Je m'en souviens très bien. On s'attendait à voir le litre dépasser les 3 € à l'aise. Sauf qu'à la pompe, le gazole n'a augmenté, entre guillemets, que de 21%. Ah oui, donc le système a joué son rôle d'amortisseur. C'est ça. Les raffineurs ont renié leurs marges temporairement, les taxes fixes ont lissé le pourcentage de hausse. C'est la preuve que l'écosystème protège relativement bien le consommateur contre les chocs aussi extrêmes. Pour éviter de paralyser l'économie. Voilà. Mais le pacte faustien est là. En contrepartie de cette protection à la hausse, le système est purement et simplement verrouillé à la baisse. D'accord, l'analyse du passé et du présent est vraiment implacable. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui essayent d'anticiper leur budget chauffage ou les pleins de l'hiver prochain, quelles sont les projections d'Europix pour les 6 à 12 prochains mois? Les modèles mathématiques de l'étude convergent vers un scénario central avec une probabilité évaluée à 45%. Ok, donc le scénario le plus probable. Ce scénario prévoit une poursuite de la baisse du prix du baril brut mondial, qui devrait se stabiliser dans une fourchette très basse entre 60 et 65 €. Pourquoi une telle baisse? Les raisons macroéconomiques sont lourdes. L'économie chinoise ralentit structurellement et consomme moins, tandis que les États-Unis pompent toujours plus de pétrole de schiste. D'accord. Nous allons donc avoir un baril de pétrole physiquement très abordable. En revanche, Le gazole affiché à la station-service ne bénéficiera presque pas de cette détente, c'est ça? c'est ça. La modélisation la plus favorable estime qu'il pourrait péniblement redescendre vers 1,90 € ou 2 € le litre. Mais c'est dingue. J'ai dû relire à ce passage de l'étude 3 fois pour y croire. Ce chiffre d'1,90 € le litre, on en parle aujourd'hui comme du scénario optimiste, de la limite basse espérée. C'est l'illustration brutale de la reconfiguration du marché. Les coûts de raffinage, les normes climatiques, la fiscalité, tout ça s'est accumulé comme des couches sédimentaires en fait. La base même du prix a été rehaussée définitivement. Bon, alors que doit-on retenir de cette plongée vertigineuse dans nos tickets de caisse de station-service? Principalement qu'il faut enterrer un mythe. Le vieux réflexe qui consiste à se réjouir d'une chute des cours mondiaux du pétrole en espérant faire des économies le week-end suivant, c'est obsolète. Totalement obsolète. Faut cesser de regarder le prix du baril à New York comme le thermomètre de notre pouvoir d'achat. Le vrai thermomètre aujourd'hui, c'est le journal officiel des nouvelles lois de finances et les annonces de maintenance des raffineries. C'est un changement total de prisme. Et les conséquences pour les années à venir sont asymétriques. C'est-à-dire? Si la décennie 2030 nous offre une ère de pétrole brut très bon marché, cela s'évaporera dans les frais fixes industriels. Mais à l'inverse? À l'inverse, la moindre taxe carbone supplémentaire votée à Bruxelles se lira instantanément au centime près sur l'écran de la pompe. Ce qui pose quand même une énorme question sur la viabilité de ce système. Parce qu'on parle de taxer un produit dont la base d'utilisateurs va complètement muter. Ah, et c'est l'ultime provocation intellectuelle soulevée par les conclusions de l'étude. Ah oui. Oui. Aujourd'hui, l'Europe finance une part gigantesque de sa transition énergétique et de ses infrastructures en s'appuyant sur les taxes prélevées sur les carburants fossiles, le gazole en tête. C'est la fameuse manne financière de l'État. Or, simultanément, l'Europe pousse à marche forcée vers l'électrification des véhicules. En cette année 2026, 40% des véhicules neufs vendus sont déjà électriques. Donc le réservoir d'automobilistes roulant au gazole se vide inéluctablement. Exactement. Et logiquement, ceux qui restent au gazole, c'est ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Le livreur, l'agriculteur, le navetteur éloigné. Et c'est là que la question se pose avec une acuité redoutable. Comment l'État va-t-il compenser la perte colossale de ses recettes fiscales ? Oula, oui. La réponse la plus mathématique, c'est que ce fardeau toujours plus lourd va devoir être supporté par une base d'utilisateurs toujours plus restreinte.
Les fameux acteurs captifs. Voilà, les acteurs captifs de la logistique ou de l'agriculture devront payer pour maintenir le système à flot. Mais jusqu'à quel point? Eh bien, pourrions-nous arriver, d'ici une décennie, à une situation où le prix du gazole à la pompe serait devenu un produit à 100% synthétique? 100% synthétique. Un chiffre composé exclusivement de taxes, de compensation climatique et de marge industrielle, où le prix de la matière première extraite du sol ne représenterait plus qu'une fraction infime, frôlant le zéro dans l'équation finale. C'est fou d'imaginer ça. Et pourtant, c'est une trajectoire qui, au regard de ces données, semble déjà bien enclenchée. C'est une mécanique implacable qui donne vraiment matière à réflexion, c'est clair. Et je pense que la prochaine fois que le voyant de la réserve s'allumera sur le tableau de bord de ceux qui nous écoutent, on ne regardera plus le totem de la station-service de la même manière. Non, ça c'est sûr. On n'y verra plus juste des centimes et des litres de liquide noir, mais 34 années d'ingénierie fiscale, de fermeture d'usines et de normes climatiques. Le tout compressé dans des chiffres qui décidément refusent de descendre l'escalator. C'est exactement ça. Eh bien, merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de nos pompes à essence. À très bientôt pour une nouvelle analyse